L'enquête sur la mort de Lady Diana, 5 des 7 photographes arrêtés après l'accident ont d'ores et déjà été mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. En Grande-Bretagne, la ferveur populaire ne se dément pas, bien au contraire. Une foule immense est attendue samedi pour les obsèques. Expérimentation d'un contrat de confiance avec certains médecins généralistes, ce qui permettra aux patients de ne payer que le ticket modérateur. La rentrée scolaire, avec notamment la création d'un fonds social doté de 290 millions de francs pour venir en aide aux familles qui n'ont pas les moyens de payer la cantine. Madame, Monsieur, bonsoir. Les suites de l'enquête sur la mort de Lady Diana et d'Odi Al-Fayed. Le parquet a ouvert ce matin une information judiciaire pour homicide involontaire, blessure involontaire et non-assistance à personne en danger. Une information qui vise nommément 7 photographes arrêtés après l'accident, dont 5 ont déjà été mis en examen. Agnès Baramian. Cet après-midi, les télévisions avaient décidé de ne laisser aucun répit aux photographes mis en cause. Tout autour du palais de justice, les caméras du monde entier ont traqué l'image du reporter paparazzi mis en examen. À l'intérieur, le juge, lui, a pris son temps pour lire le dossier. Puis, dès 16 h, il a reçu brièvement un à un les photographes et leurs avocats. Pour tous, ce fut la même charge, lourde. Homicide, blessure involontaire et non-assistance à personne en danger. Le premier avocat est ressorti abasourdi du cabinet du magistrat, même si son client est libre. On voit bien qu'il y a une très grosse pression sur la justice aujourd'hui, on voit bien pourquoi. Maintenant, une fois de plus, on confond trouble à l'ordre public avec trouble apporté à l'opinion publique. Bon. Et dans ces conditions, dès lors qu'on fait ces confusions, eh bien, la justice perd le sens de cette neutralité qui doit commander ses décisions. Des mêmes mises en examen, pourtant, ce matin, le procureur de Paris reconnaissait que les photographes n'avaient pas eu une attitude identique. D'ailleurs, ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Le photographe de l'agence Sigma, par exemple, il est grand reporter, titulaire de 2 grands prix mondiaux de photos. Ce soir-là, il était de permanence. Depuis le Ritz, il n'a pas suivi de près la Mercedes, car il lui a fallu d'abord aller chercher sa voiture garée plus loin. Le photographe de SIPA a lui suivi le leur, la Range Rover de Dodi Al-Fayed. Il est aussi arrivé après les secours. Il a dit que je n'ai rien compris parce que je suis journaliste, je suis allé là, regardez qu'est-ce qu'il passe. Mon devoir, comme un journaliste, quand il va quelque part, il ne tourne pas sa tête, il regarde pour voir qu'est-ce qu'il passe. Lui, il a regardé avec ses yeux, mais avec son appareil aussi. Et il n'a pas fait d'autre chose. Tout le monde était là, le policier, l'ambulance, secours, ils étaient là. En fait, ce sont 2 policiers, 2 îlotiers, qui expliquent que les journalistes les ont empêchés de porter secours aux victimes la nuit du drame. Mais dans le dossier, rien pour l'instant ne permet de dire que les photographes ont gêné la voiture. Un témoin important, le garde du corps, ne pourra pas être entendu, lui, avant plusieurs semaines. Un même traitement pour tous. Ce soir, 4 photographes ont quitté très discrètement le palais de justice, mais 2 sont encore dans le bureau du juge. Les 2 cas semblent-ils les plus délicats et pour lesquels le procureur avait requis un mandat de dépôt. On vient de le dire, nous allons trouver sur place au palais de justice Dominique Verdeillon. Dominique, 2 photographes sont encore devant le juge d'instruction. Oui, le 6e d'ailleurs vient d'être mis en examen, lui aussi d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, et remis en liberté. Il reste donc encore un photographe à être entendu par le juge d'instruction, Hervé Stéphane. Audition un peu plus longue parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne ces 2 photographes, il y a des charges un peu plus lourdes les concernant. Selon un rapport de police, ils sont arrivés très vite sur les lieux de l'accident. Ils ont eu un comportement condamnable, si je puis dire, à savoir qu'ils ont pris des photos sans aucune décence et ils auraient également empêché les premiers secours. Donc un débat s'instaure sur y aura-t-il ou pas mandat de dépôt. La décision a été prise donc pour le 6e, remis en liberté, reste encore un photographe. Alors ces mises en examen visent à la fois le comportement donc, de ces photographes avant et après l'accident. C'est une procédure, disons, au moins spectaculaire, pour ne pas dire sévère. Oui, après le drame dimanche, il y a eu l'émotion, l'hommage, le débat sur les paparazzis, sur les circonstances exactes de l'accident. Et bien 48 heures plus tard, il y a une première réponse que le monde entier attendait. Et elle est judiciaire et spectaculaire. Parce que les 7 photographes ne sont pas simplement poursuivis pour non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire sur leur comportement après l'accident. Le juge Stéphane a considéré qu'ils pouvaient être et qu'ils étaient peut-être responsables également de l'accident proprement dit. Pénalement, homicide involontaire ou non-assistance à personne en danger, c'est la même sanction, 5 ans. Il s'agit donc d'une décision symbolique.
Aujourd'hui, pour la première fois, l'harcèlement, l'acharnement, l'omniprésence, la chasse, les méthodes d'une profession sont mises en accusation. L'information d'hier concernant l'état d'ivresse du conducteur et la vitesse excessive du véhicule n'ont pas plaidé en faveur donc des photographes. Ce qui était hier une responsabilité morale est devenu aujourd'hui une responsabilité pénale. Question, ira-t-elle au-delà des photographes ? Merci Dominique pour ces précisions. L'action publique est éteinte contre le chauffeur de la Mercedes tué sur le coup lors de l'accident. Selon les informations communiquées par le parquet de Paris, le chauffeur, Henri Paul, conduisait en état d'ivresse et à très vive allure. On parle d'au moins 180 km/h. En Grande-Bretagne, les journaux populaires se déchaînent sur la responsabilité du chauffeur de la voiture, l'un des responsables de la sécurité de l'hôtel Ritz. Enquête signée Valérie Hermite, Frédéric Dubois. 41 ans, célibataire, Henri Paul était l'un des hommes clés de la sécurité du Ritz, un homme de la sécurité et non un chauffeur professionnel. Samedi, jour de l'accident mortel, Henri Paul ne travaille pas. Mais pendant que le chauffeur attitré de Dodi Al-Fayed tente de leurrer les photographes avec une autre voiture, il est appelé pour conduire la Mercedes. La suite, tout le monde la connaît, l'accélération pour semer les paparazzis et puis l'accident sous le pont de l'Alma. Mais aussi les 1,75 g d'alcool retrouvés dans son sang. Henri Paul conduisait en état d'ébriété. Vous travaillez au Ritz? Vous n'avez jamais eu affaire à lui? Aucune réaction officielle du côté du Ritz. Seul un chauffeur extérieur qui travaille avec l'hôtel se risque un commentaire. Monsieur ne travaillait pas ce soir-là, donc à la limite, s'il était il n'était pas sous sur son lieu de travail puisqu'il ne travaillait pas. Et on l'a appelé. Pour qu'il vienne. Bon, c'était à lui maintenant de savoir ce qu'il devait faire ou pas. Bon, il n'a pas été responsable. Il savait qu'il avait bu, il n'était pas amnésique. L'alcool et la vitesse à la une de tous les journaux britanniques. Pressé de répondre, le porte-parole de la famille Al-Fayed à Londres a bien été obligé de réagir. Je condamne de la manière la plus ferme qui soit l'ivresse au volant. Je ne suis pas ici pour excuser l'inexcusable, mais quand j'ai prévenu M. Al-Fayed de l'accident, avant qu'on ne sache que Dodi et la princesse Diana étaient morts, il a dit que cela ne serait pas arrivé sans les photographes. Et c'est le terme qu'il a utilisé, des photographes. Originaire de Lorient où il revenait souvent, Henri Paul n'était pas un chauffeur professionnel, mais il avait effectué un stage de conduite à Stuttgart, en Allemagne. Ancien militaire, sportif accompli selon ses proches, il était aussi connu pour être sérieux dans son travail. Ses funérailles auront lieu samedi en l'église Sainte-Thérèse de Lorient. On vient de le dire, cet homme avait suivi un stage de conduite à Stuttgart, en Allemagne. Était-il possible de maîtriser une voiture aussi lourde et aussi puissante à une telle vitesse dans les rues de Paris? Luc Bazizin et Vincent Maillard ont refait le même trajet à bord du même modèle de voiture avec au volant Jean-Pierre Beltoise. Départ, place de la Concorde, à bord d'une Mercedes classe S. Un bolide de 193 chevaux, son poids proche de 2 tonnes. Nous avons demandé au pilote automobile Jean-Pierre Beltoise d'en estimer les limites. On peut supposer que là maintenant, à l'attaque du pont de l'Alma, le véhicule peut être quand même peut-être à 170 km à l'heure. Et là, la vitesse, bien entendu, compte tenu de la courbe, du manque de visibilité, une vitesse au-delà de 100 km à l'heure est totalement illusoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maîtriser son véhicule à cette vitesse? Non, mais je veux dire que... Alors, l'impact est là. Au-delà de 100 km à l'heure, c'est dangereux parce que d'abord, il y a le dos d'âne et en plus de ça, il y a le mur à gauche qui limite la visibilité. Donc déjà, c'est une vitesse déraisonnable. Maintenant, je ne dis pas que si la route était totalement gardée, un très bon pilote, un véritable pilote de course avec la même voiture, pourrait peut-être négocier ce virage, pas du premier coup, mais à 150 km à l'heure, mais pas à 170 km à l'heure. Impossible. Les crash tests effectués par le constructeur démontrent que seul l'avant du véhicule se déforme. L'habitacle, lui, reste intact. Dans ce cas, les essais se font à 58 km/h, bien loin de la vitesse supposée de l'accident de la nuit de samedi à dimanche. D'autre part, en fonction de l'intensité de la décélération, un capteur ordonne le freinage avec une force supérieure à celle d'un conducteur moyen. En cas de dérapage intempestif sur l'eau ou sur la glace, un système électronique, l'ESP, prend le relais du conducteur pour remettre la voiture sur le droit chemin. Des systèmes imaginés pour seconder le conducteur, mais jamais pour le remplacer.
C'est Bernadette Chirac qui représentera le président de la République aux obsèques de la princesse Diana. On annonce également la présence d'Hillary Clinton. Des centaines de milliers de visiteurs étrangers sont attendus samedi à Londres. Sur l'atmosphère en Grande-Bretagne, reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun, Philippe Deslandes. Kensington Palace, domicile de la princesse. 50 000 personnes s'y sont recueillies en 2 jours. Palais Saint-James et sa file d'attente, où repose dans la chapelle le corps de Diana, ce sont les 2 hauts lieux de la ferveur londonienne. Avec un record d'affluence absolue cet après-midi, 7 heures de queue pour se rendre dans la salle des registres de condoléances. Et chacun de prendre son temps pour écrire quelques lignes, rythme de passage selon la police, 200 personnes à l'heure. Alors, sous la pression de la foule, Buckingham a décidé de multiplier les registres. 15 livres sont ouverts jusqu'à samedi. Et comme cela ne suffit pas, la reine a ouvert une rubrique condoléances dans son serveur internet. 1 million de connexions, 100 000 messages déposés. Autre signe de cette incroyable dévotion, le rush sur les boutiques souvenirs. Pourtant, nous dit ce vendeur, depuis le divorce, Diana ne se vendait plus. Mais sa mort en a fait une héroïne. Et tout ce qui porte son effigie se vend comme des petits pains. Alors les marchands de pacotille ont fait tourner les machines. Voici leur premier hommage. Cela se vend. Les Diamaniacs ont frappé. Les autorités ont entendu. Message reçu. Il y aura samedi à 11h45 1 minute de silence national après que la messe soit dite. Les temples du commerce, les grands magasins d'Oxford Street y vont aussi de leur hommage, se drapant dans le deuil de leurs clients. Qu'on se le dise, ils fermeront boutique samedi. Car samedi, en bordure de l'avenue Royale où passera le cercueil de la princesse, on attend 1 à 2 millions de personnes, fidèles ou curieux, c'est selon. Et c'est ici, dans un parc Saint-James transformé en hippodrome de Longchamp, que dormiront dès vendredi soir dans leur duvet les pèlerins de la monarchie. En direct de Londres, notre correspondant permanent, Étienne Hénart, bonsoir. Samedi, c'est donc un pays tout entier qui va marquer sa ferveur, apparemment d'une façon tout à fait impressionnante. Oui, bonsoir Bruno. Je crois qu'on peut sans exagérer dire que samedi, la Grande-Bretagne sera un pays complètement mort. Tous les magasins seront effectivement fermés. Toutes les compétitions sportives qui devaient avoir lieu seront annulées. On annonce même que la loterie nationale, qui est beaucoup plus qu'une institution en Grande-Bretagne, sera tout simplement annulée. Ces cérémonies des obsèques que la famille royale a voulu à l'image de la modernité qu'incarnait la princesse de Galles est aussi un casse-tête protocolaire. On sait que Mme Chirac représentera la France. On nous a également annoncé, sans confirmation pour l'instant, la présence de M. et Mme Giscard d'Estaing. On sait que la princesse de Galles s'était associée à plusieurs reprises aux activités de l'association caritative de Mme Giscard d'Estaing. En ce qui concerne l'enquête, Étienne, on l'a dit, la presse anglaise fait ses gros titres sur la responsabilité du conducteur de la Mercedes. Apparemment, l'opinion publique recherche un coupable. Oui, vous savez que quelques heures après la mort de la princesse de Galles, la presse, et notamment la presse populaire, avait accusé les photographes français, mais de façon relativement modérée, dans la mesure où à longueur d'année, elle diffuse les photos de ces photographes. Et c'est vrai que depuis ce matin, c'est le chauffeur du véhicule qui est l'accusé numéro 1. Accusé également la direction de l'hôtel Ritz, ce qui pour la presse anglaise n'est pas innocent, puisque l'hôtel, vous le savez, est propriété de M. Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed, qui est une personne très controversée en Grande-Bretagne. Je crois que la presse, parfois avec quelques démagogies, tente effectivement ici de donner des réponses à l'opinion publique, à sa colère et à son émotion. Merci Étienne Hénart en direct de Londres. Le reste de l'actualité maintenant avec tout d'abord cette innovation en matière de santé publique. Il sera bientôt possible de passer une sorte de contrat de confiance avec son médecin généraliste. Principal avantage pour les patients, seul le ticket modérateur sera à acquitter. Le gouvernement a donné son accord pour une expérimentation de ce système d'abonnement. Reportage Sébastien Vibert, Michel Genoulatos. Quand Madame Douzou et son petit garçon Dimitri ont un pépin de santé, c'est toujours le même médecin de quartier qu'ils viennent consulter. À la gorge. À la gorge. Depuis longtemps? Le docteur Livrand, je le vois depuis des années. Je suis habituée comme ça et bon, c'est toujours ennuyeux quand il faut aller voir un autre médecin, je trouve. C'est ce genre de relation que le contrat de confiance est censé développer. Le principe, le patient choisit un généraliste qu'il s'engage à consulter en priorité pendant 1 an. En échange, il ne paie à chaque consultation que la part non remboursée par l'assurance maladie. Pour le docteur Livrand, ce sont surtout les patients jeunes et citadins qu'il faut fidéliser. Je les vois un petit peu de temps en temps. Quand ils ont l'impression que c'est plus grave, ils vont ailleurs ou ils consultent directement d'autres. J'ai du mal à avoir un suivi total sur la personne et encore plus sur les membres de la famille
ou quelquefois je suis le mari mais pas la femme, ou un gosse et pas l'autre, etc. Pour chaque patient abonné, le médecin percevrait de la Sécu entre 150 et 180 francs par an. 110. En contrepartie, il doit favoriser la prescription de médicaments génériques, moins coûteux, et mieux orienter ses patients, notamment vis-à-vis des spécialistes. Justement, le premier syndicat de médecins majoritaire chez les spécialistes voit ces contrats d'un mauvais œil. En réalité, c'est un contrat qui enferme le médecin et son patient dans une enveloppe fermée, une enveloppe de dépenses, et donc c'est une mesure de rationnement des soins qui va dans le prolongement du plan Juppé, qu'on a combattu, et donc on continue à combattre ce type de mesure. Les premiers contrats devraient être signés courant octobre. Ce système n'est pour l'instant qu'une expérience surveillée de près par la sécurité sociale, bien incapable aujourd'hui d'évaluer les économies qu'il pourrait entraîner. Nouveau record à la Bourse de Paris avec une hausse du CAC 40 de 4,11% pour la seule séance de mardi. Une progression historique liée à la forte hausse de Wall Street à New York et des autres grandes places européennes. Un ministre de la Justice mis en examen, la situation est peu banale. Elisabeth Guigou a été mise en examen pour diffamation à l'encontre de Xavier Tiberi, et cela à la suite de propos tenus à la télévision sur le fameux rapport rédigé par l'épouse du maire de Paris. À l'époque, le 11 mars, Elisabeth Guigou n'était pas garde des Sceaux. Le procureur de Paris a ouvert une information judiciaire contre Michel Giraud, le président RPR du Conseil régional d'Île-de-France. Information pour conservation de prise illégale d'intérêt. On reproche à Michel Giraud d'avoir utilisé pour son compte personnel un couple salarié sur le budget de la région. Jour J-2 avant la rentrée, quelques 2 500 000 enfants sont attendus en maternelle, avec une fébrilité non dissimulée pour celles et ceux qui vont connaître pour la première fois les joies de la scolarité. Reportage d'Olivier Caroff et Dominique Merlin dans une maternelle du Calvados. Dans cette maternelle, ça n'est pas encore la rentrée, mais ça y ressemble. Quelques volontaires testent déjà le matériel, et dans les salles de classe, on se prépare pour jeudi. C'est lui qui me dit, tu devrais mettre ci comme ça, tu devrais... Il me donne ses idées, et en fait, on travaille... Ça te rajeunit un peu? Oui, pareil. Oui, ça me replonge. Steven aime l'école, normal, c'est le fils de la maîtresse. Mais la directrice de l'établissement le sait, dans 2 jours, 130 enfants viendront ici, souvent avec leurs parents, et pas forcément dans la joie. Quand les enfants rentrent ici pour la première fois, les parents sont aussi stressés que les enfants. Les mamans ont le cœur gros souvent. Vous occupez plus des parents pour le premier jour que des enfants? Il faut jongler, il faut faire les deux en même temps, et puis ça finit par bien se passer, mais les 2 premiers jours sont quand même un peu difficiles. Hein. Alors, pour éviter les crises de larmes, on a organisé une petite visite guidée en avant-première. Il y a des jeux. Alors, il y a des pulses. Tu sais en faire? Non. Non? Ben, tu apprendras. Là, elle a la maîtresse pour elle toute seule. Donc, je crois que c'est quand même un plus. Un plus aussi pour les parents, même s'ils ont parfois hésité avant de franchir le seuil. On était déjà passé auprès de l'école. Vous faites des repérages comme ça depuis plusieurs jours, vous rapprochez? Voilà. L'an dernier, ça s'était pas très bien passé en fait. Hein. C'est-à-dire? Il pleurait, il avait du mal à me laisser, et je crois que moi aussi en fait, des 2 côtés, comme c'était encore mon bébé. Des bébés qui auront appris aujourd'hui avec un peu d'avance qu'on peut s'éloigner des jupes de sa mère. Enfin, pas trop longtemps quand même. Les 2 ministres en charge de l'éducation, Claude Allègre et Ségolène Royal, ont présenté ce matin à la presse leur projet, en confirmant au passage la décision de réembaucher 35 000 maîtres auxiliaires et la création d'ici la fin de cette année de 40 000 emplois jeunes dans l'éducation nationale. Les 2 ministres ont également annoncé quelques grands chantiers. Précision Marie-Pierre Farkas. 3 mois au ministère, c'est trop court pour élaborer dans le détail un vrai programme de rentrée. Claude Allègre a donc préféré définir les grands axes de la réforme qu'il compte engager cette année. Le ministre veut assouplir la machine administrative. La semaine prochaine, il donne l'exemple, réduit les structures du ministère et des rectorats. D'autres mesures de déconcentration vont suivre. Je ne veux pas que les enseignants soient traités par un ordinateur. Les programmes sont trop lourds, trop vastes. Claude Allègre se dit horrifié par certains textes de mathématiques rédigés pour les petits. Il faut enseigner un peu moins, mais mieux. L'école n'est pas faite pour sélectionner de manière précoce. Réaménagement des rythmes scolaires, machine arrière, toutes. Claude Allègre se prononce sans détour pour l'école le samedi matin et exprime son sentiment personnel sur la semaine de 4 jours déjà pratiquée par 10% des écoliers. Je ne suis pas un grand fanatique de la semaine de 4 jours. Mon problème n'est pas de procurer des week-ends aux parents aisés,
Mon problème, c'est l'équilibre psychologique et physique, physiologique et intellectuel de l'enfant. Claude Allègre s'attend à de longues discussions sur ce sujet très polémique, mais s'engage à ne pas prendre de mesures brutales. Dès son arrivée à Matignon, Lionel Jospin en avait fait la promesse formelle. Le gouvernement veillera, avait-il dit, à ce que plus un seul enfant n'ait faim, tout simplement parce que ses parents n'ont pas les moyens de payer la cantine. Pour tenir cet engagement, le gouvernement a créé un fonds social doté de 290 millions de francs, un fonds entièrement consacré à l'aide à la restauration scolaire. Reportage Alban Mikosi et Vincent Desombres dans un quartier d'Aix-en-Provence où un enfant seulement sur 4 fréquente la cantine. Le Jas de Bouffan à Aix-en-Provence, pas vraiment le genre de quartier qui figure dans les guides touristiques. 25 000 habitants, des ressources limitées qui font que parfois la cantine peut apparaître comme un luxe. Pour les petits moyens, c'est toujours un coût élevé, parce qu'il faut sortir 1000 francs par trimestre, à peu près 1000 francs par trimestre, donc c'est énorme, effectivement. Le restaurant scolaire du collège. En fait, un self-service moderne, fonctionnel, accueillant, on est ici assez loin de la cantine traditionnelle. Prévu pour 500 enfants, il ouvre dans quelques jours, mais peu nombreux sont les inscrits. Il y a ici un enfant sur 4 seulement, alors que dans le département, la moyenne est d'un enfant sur 2. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Ce qui explique ce phénomène, c'est tout naturellement le niveau socio-économique du quartier, car lorsqu'on fait les comparaisons collège à collège, on voit très bien le niveau socio-économique d'un collège de par le pourcentage de demi-pensionnaires qui fréquentent. En quartier populaire, peu de demi-pensionnaires. Depuis 1988, le nombre de repas servis ici a été divisé par 3, malgré la qualité des menus. Ils sont très surpris quand on leur sert des plats, une grosse salade composée avec des ingrédients très variés, ils n'ont pas tellement l'habitude. La gestionnaire du restaurant compte sur 2 mesures nouvelles cette année pour inverser les tendances. Premièrement, le chèque resto. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône prend en charge pratiquement la moitié du prix des repas, coût pour la collectivité 10 millions de francs. Deuxièmement, et peut-être surtout, dans le cadre des emplois jeunes, 250 animateurs de demi-pension seront engagés. Activités sportives, culturelles, ils sont là pour faire aimer le temps du déjeuner. En filigrane, l'objectif est de motiver les collégiens à rester dans leurs établissements plutôt qu'à traîner dans les rues, le ventre vide. Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées a présenté ce matin à Jacques Chirac son rapport annuel. Parmi les membres de ce comité, l'abbé Pierre, Madame Geneviève Antonios de Gaulle, présidente d'ATD Quart Monde, un comité présidé par l'ancien secrétaire d'État Xavier Menuelli, qui a succédé à Louis Besson. Dans ce 4e rapport, ces personnalités chiffrent à 200 000 le nombre de ménages exclus du logement et à près de 5 millions le nombre de mal logés en France. Les situations les plus délicates concernant les jeunes de 18 à 25 ans, en particulier les jeunes femmes. Reportage Jean Pézieux, Bernard Puissesseau. Ce foyer dans l'Est parisien accueille 20 jeunes femmes et leurs enfants. Cet après-midi, Angélique va chercher à la crèche son fils James et les enfants de quelques voisines. Crèche, laverie, repas, le foyer fournit les services de base aux jeunes mères. Sa chambre coûte à Angélique le tiers de ses ressources, RMI et une aide matérielle. Ces ressources, 3 500 francs, sont trop faibles, lui répondent les agences, pour le logement normal qu'elle souhaite. Angélique s'apprête donc à passer sa 3e année dans un foyer. Vivre dans une chambre de 8 mètres carrés, c'est pas évident avec un enfant, et quand on sait que dehors c'est vraiment dur, même si on se bat, c'est très difficile. Votre famille n'a pas pu vous aider? Non, hélas. Non. Elle est dans l'incapacité de pouvoir m'aider, même si son cœur est là pour me soutenir moralement, c'est déjà très bien, parce que matériellement, ils ne peuvent pas. Par manque de ressources, toujours, les loyers impayés constituent la principale cause des expulsions, constatent les associations de locataires. Afin de prévenir ces expulsions, on dit à Jacques Chirac, les membres du Haut Comité Logement, il faut mieux employer les fonds de solidarité prévus, car les expulsions sont lourdes de conséquences. Vous cassez une famille, vous mettez des enfants à l'index qui coûtent une fortune, jusqu'à 200 francs par jour, hein, et en même temps, vous auriez, avec des moyens beaucoup moins onéreux, laissé une famille continuer à pouvoir élever ses enfants et à se développer. Le droit au logement pour tous est désormais entré dans la Constitution. Il reste encore du chemin à faire pour qu'il entre dans les faits.
Lionel Jospin va devoir rendre d'ici 10 jours un arbitrage particulièrement délicat sur le futur statut d'Air France. C'est en effet le 12 septembre que le conseil d'administration doit adopter la fusion d'Air France et de l'ex-compagnie Air Inter. Dans une interview au journal L'Humanité, le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, réaffirme quant à lui son opposition à la privatisation pourtant réclamée par le PDG Christian Blanc. Reportage Philippe Bisserias, Jean-Paul Chaussé. Une poignée de main et des sourires de circonstance, mais l'ambiance est tendue. Bienvenue à l'aéroport de Paris, monsieur le ministre. Entre Jean-Claude Guessot et Christian Blanc, deux visions radicalement différentes de l'avenir d'Air France. Le ministre communiste des Transports le répète à qui veut l'entendre, pas question de privatiser la compagnie aérienne. J'ai dit que je n'étais pas pour le statu quo ni pour la privatisation. Je crois qu'à partir de là, dans le cadre d'entreprise publique, il y a beaucoup à faire pour que l'entreprise se développe, rayonne au plan national et au plan international. Ces propos inquiètent Christian Blanc. Arrivé à la tête de la compagnie en 1993 dans le but de la redresser, puis de la privatiser, il sait que ses projets sont compromis et il contre-attaque. On ne peut pas changer les stratégies des entreprises en fonction des circonstances électorales. Les entreprises ont besoin de durer dans l'action. Et le monde de la politique et le monde de l'entreprise n'obéit pas aux mêmes raisons et aux mêmes termes. Christian Blanc souhaiterait une privatisation par tiers. Un tiers des actions pour l'État, un tiers pour les salariés et un tiers pour les compagnies partenaires. Pour défendre son bilan, le président d'Air France met en avant les 211 millions de francs de bénéfices réalisés cette année après 8 ans de pertes. Du côté syndical, c'est la désunion. Force ouvrière, premier syndicat de l'entreprise, apporte même à Christian Blanc un soutien inattendu. Comme on est favorable à la politique qui a été mise en place, autant garder celui qui a contribué avec les personnels à mettre cette politique en place. Donc à emmener la compagnie vers la privatisation. À emmener la compagnie vers son développement. Ce soir, Jean-Claude Guessot a voulu rencontrer les syndicats lui aussi. Chacun cherche des alliés. Pour sortir de l'impasse, tout le monde attend maintenant l'arbitrage de Lionel Jospin. Il pourrait se prononcer avant le conseil d'administration d'Air France du 12 septembre. Encore une bonne nouvelle pour le consortium européen Airbus Industrie avec une commande ferme d'une société américaine de leasing portant sur 65 appareils, un contrat estimé au prix catalogue à environ 30 milliards de francs. Responsables et coupables, les deux cosmonautes russes qui étaient aux commandes de la station Mir lors de la collision avec un vaisseau de ravitaillement Progress, ces deux cosmonautes auraient été reconnus fautifs. Gilles Marinet. Un sourire à bord de Mir, enfin une bonne nouvelle. Les deux cosmonautes les plus malchanceux de l'histoire reçoivent l'ordre de rentrer sur Terre. Dans l'espace, en 6 mois, ils ont collectionné toutes les avaries, ou presque. Incendie, panne d'oxygène, ordinateur débranché, défaillance des systèmes d'orientation et surtout collision avec le vaisseau cargo Progress qui tentait un arrimage. Percé, dépressurisé, une partie de la station occupée par un spationaute américain est évacuée. À terre, on se demande s'il ne faut pas rapatrier les 3 hommes. Et puis, comme d'habitude, on commence à bricoler. Appuyez sur le bouton B2. Ça ne marche pas. Essayez encore. Les techniciens russes sont les rois de la maintenance. Lancée en 1986, Mir devait durer 5 ans. 11 ans plus tard, elle est toujours habitée. Le bidouillage, une fois de plus, va réussir. Mais le commandant Tsibliev, lui, souffre du cœur. Sa famille, au sol, essaye tant bien que mal de lui remonter le moral. 14 août, retour des deux Russes. Au Kazakhstan, on les accueille avec des fleurs. À Moscou, avec des cactus. Ils sont fautifs de tout. Les deux hommes contestent publiquement cette thèse de l'erreur humaine. Ils seraient tout simplement les boucs émissaires du délabrement de l'industrie spatiale russe. Dernier épisode ce matin, on leur annonce sèchement qu'on va amputer leur solde déjà bien maigre. Adieu les 100 000 francs de prime. Tombés des étoiles, de retour dans leurs petits appartements moscovites, les deux hommes s'attendent maintenant à recevoir le premier PV de la conquête spatiale. Si l'on en croit le quotidien Le Monde, le gouvernement se prépare à ouvrir le capital de France Télécom à hauteur de 20%. À Bercy, on affirme que cette information paraît pour le moins prématurée. L'ancien ministre socialiste Michel Delebarre, chargé d'une mission de concertation sociale au sein de France Télécom, doit remettre vendredi ses conclusions au gouvernement. En attendant, France Télécom a lancé aujourd'hui un nouveau service. Les abonnés du téléphone peuvent voir s'afficher sur leur poste de téléphone le numéro de leur correspondant dès la première sonnerie. Ce qui permet bien sûr de filtrer les appels, le tout et d'avoir une très bonne mémoire. Reportage Patrice Pelé, François Granier.
Donc vous faites le branchement sur votre ligne téléphonique et il vous permet de voir avant que vous décrochez, donc quand le téléphone sonne, juste avant que vous décrochez, le numéro s'affiche en fait. Ce nouveau service, c'est la présentation automatique du numéro de téléphone de celui qui vous appelle. Mais attention, inversement, lorsque vous passez un coup de fil, c'est votre numéro qui apparaît alors de l'autre côté de la ligne. Alors pour cela, il y a deux conditions. La première, c'est de souscrire un abonnement auprès de France Télécom pour 10 francs TTC par mois. Et la deuxième, c'est d'avoir un téléphone de ce type. Un téléphone bien particulier. Avec l'aide du standard, il code et décode les impulsions pour les transformer en chiffres. Plusieurs modèles, prix moyen, 350 francs. Pour ceux qui souhaitent ne pas changer de téléphone, pas de problème. Pour 199 francs, ce petit boîtier assure la même fonction. Je me présente bien au téléphone, dès que la personne a décroché, je me présente, je lui dis mon nom, donc qu'elle sache avant ou après y avoir décroché, moi ça m'est égal. Deux catégories, les pour et les sceptiques. Je n'ai pas forcément envie de délivrer mon nom à n'importe qui, notamment à des sociétés qui pourraient l'exploiter, surtout commercialement, quoi. Pour ceux qui ne souhaitent pas être détectés, ils pourront toujours demander le secret permanent ou utiliser la procédure du secret appel par appel en tapant simplement un code qui est le 3651 avant les 10 chiffres de leur correspondant. Rester anonyme ou se faire connaître, à chacun de définir sa tactique adaptée à son style de vie. Et toujours dans notre série On vit une époque formidable, ce petit détour par le Salon électronique international de Berlin, l'occasion de découvrir les toutes dernières innovations technologiques. Visite guidée en compagnie de Jérôme Catala. Au Salon de l'électronique de Berlin, certains exposants cherchent à attirer l'attention du public par tous les moyens. D'autres, plus sobres, se contentent simplement de montrer leurs nouveaux produits. Et cette année, les nouveautés se trouvent du côté de la télévision, avec par exemple ces postes merveilleusement décorés, mais surtout, et plus sérieusement, ces écrans plats. C'est la tendance de cette année. Tous les grands constructeurs mondiaux en proposent. En fait, l'écran plat est un système qui, au lieu de prendre un gros tube, on prend des tout petits tubes. Donc il y en a une sorte de myriade de petits tubes qui fonctionnent avec le même principe. C'est-à-dire que le gaz vient frapper l'écran et cet écran va émettre de la lumière. Résultat, l'écran lui-même ne dépasse pas 8 cm de largeur. Cette technologie provient de la recherche militaire de Thomson. Elle a un prix. Ce bijou sera commercialisé en 1998 à plus de 50 000 francs. Autre nouveauté, le système DAB, c'est-à-dire la radio numérique. Il permet d'associer au son d'un poste de radio classique un petit écran sur lequel pourront s'afficher des informations diverses ou des images. Alors, ce n'est pas de la télévision, ce n'est plus tout à fait de la radio, c'est quelque chose d'intermédiaire, un peu à l'image de ce qu'on voit sur Internet où on a du son et des données. L'appareil pourra par exemple servir à demander des informations sur la circulation ou sur la météo. Mais pour tous ceux que la technologie ne passionne pas, voici un simple téléphone. Pour les fans d'Elvis Presley, la sonnerie, l'un des plus grands succès du King. Sandrine Testu et Cédric Pioline à la conquête de l'Amérique. Ils sont les deux seuls Français encore en lice au tournoi de Flushing Meadows, qui a connu hier une vraie surprise avec l'élimination du régional de l'étape, l'Américain Pete Sampras, qui avait pourtant gagné 2 fois ces 2 dernières années. Christophe Duchiron. C'est un vainqueur qui n'a pas l'air d'être très sûr d'avoir gagné. Et pourtant, avec sa tête d'oiseau tombée du nid, Petr Korda vient de faire craquer la grosse branche du tournoi. Pete Sampras, le numéro 1 mondial, le premier de la classe, le roi des tennismen. La nuit dernière à New York, Sampras a essuyé de nombreux revers. Revers à une main, revers décroisé, revers dans l'axe, revers plongeant, revers gagnant. En 3h37 et 5 manches disputées, Sampras en a vu passer des jaunes et des pas mûrs. Des balles jaunes qui n'en finissaient pas de revenir, et bien souvent quand il fallait conclure, c'est Korda qui finissait en beauté. Petr Korda a 29 ans, c'est donc un vieux de la vieille école, avec des coups magiques plein la raquette. Sampras, l'Américain, s'est défendu comme il a pu, avec son cœur, avec ses tripes, mais ça ne suffit pas toujours, même pour un double tenant du titre, même pour un grandissime favori. Sampras, battu au tie-break dans le 5e et dernier set. Petr Korda a donc fait disparaître le numéro 1. Ce soir, Pioline affronte Chang, le numéro 2. Il s'agira de faire aussi bien.
À la Sainte-Ingrid, on se déride avec la sortie demain sur nos écrans d'un film très coquin qui parle de sexe de façon saine et joyeuse. Le titre est tout à fait explicite. Post-coitum, animal triste. Et après le coït, l'animal est triste. Reportage pas triste et même coquin. Gare à nos jeunes téléspectateurs. Reportage signé Stéphane Auman, Pascal Puyot. Diane aime son vieux mari avec tendresse et son jeune amant avec passion. C'est le trio éternel de la vie à deux. La comédie des sentiments d'une femme de 40 ans. L'amour fou qui donne une seconde jeunesse. Brigitte Rouen, la réalisatrice, interprète le personnage principal et elle a l'âge du rôle. Tout le monde a envie de savoir, quand tout le monde pose la question autobiographique, tout le monde a envie de savoir, est-ce que vous avez rencontré un jeune homme? Est-ce qu'il vous a plaqué? Et est-ce que vous avez réagi comme ça? À ce moment-là, la réponse est non. Par contre, est-ce que j'ai vécu des histoires? Oui. Est-ce que j'ai été plaqué? Oui. Est-ce que j'ai pleuré? Oui. Post-coitum, animal tristé. Après l'amour, la bête est triste, mais pendant, le désir est sauvage. Le film n'est pas une romance, plutôt une chronique, à corps perdu. Le plus dur, c'était comment est-ce que la passion pouvait naître, quoi. C'est pas tellement les scènes d'amour, c'était pas la gymnastique le plus dur. C'est de faire croire quand on est au restaurant, quand on dit pas un mot et qu'on est filmé, qu'il y a du désir et que la passion est là et qu'il se passe quelque chose. Si tu as une histoire, je veux dire, tu ne le mettrais pas en danger. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu baisais avec un autre homme, tu ferais mettre une capote, je veux dire. Non. Mais je baisse pas. Non. Dans le rôle du mari trompé, Patrick Chenet a un vrai personnage, à lui, l'élégance du désespoir. Je suis à la recherche du deuxième tome du docteur Givago, tu vois ça? Ce sont des très beaux personnages, plein de contradictions, il n'y a pas d'issue, ils ne savent pas comment faire, jamais, à aucun moment, ils connaissent la solution, parce qu'il n'y en a pas, donc ils ne peuvent pas la connaître. Sur son petit nuage et entre deux mensonges, une femme au bord de la crise de nerfs. La passion rend fou, mais quand elle est si joliment racontée, impossible de ne pas plonger. Dernier journal vers 1h20 du matin, Philippe Lefay, la météo, Sophie Davant avec un mercredi bien ensoleillé. Bon anniversaire à Henri Krasuki, 73 ans, et à Jack Lang, 58 ans aujourd'hui. Demain à 13h, vous retrouverez Patrick Chen. Très très bonne soirée, merci, à demain. Amiral. Nos vaisseaux ont